Vous pensez être un bon pêcheur parce que vous réagissez au quart de tour à la moindre touche? Et si je vous disais que votre rapidité est justement la raison principale pour laquelle vous rentrez bredouille à la maison? Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui fâche. Un sujet qui va totalement à l'encontre de tout ce que votre grand-père ou votre vieux mentor de pêche vous a appris. Nous allons parler de ce réflexe viscéral, violent et instantané, que nous avons tous au moment où le bouchon coule ou que le sion tremble. Vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? Ce fameux coup de poignet destructeur. Dans cette vidéo, je vais vous prouver que ce geste que vous croyez parfait est en réalité une catastrophe absolue. Je vais vous révéler la véritable raison pour laquelle vos hameçons reviennent si souvent vides. Restez bien avec moi, car ce que vous allez découvrir risque de bouleverser à jamais votre façon de tenir une canne. D'ailleurs, posez-vous la question, combien de fois avez-vous pesté contre un poisson soi-disant trop méfiant alors que l'erreur venait de vous? Depuis que nous sommes gamins et que nous tenons notre première canne au bord de l'eau, on nous répète inlassablement la même rengaine. On nous dit que dès que ça mord, il faut ferrer, et pas à moitié. On nous explique qu'un bon ferrage doit être sec, rapide, puissant, pour bien piquer le poisson avant qu'il ne recrache l'appât. C'est devenu une religion. Un automatisme ancré si profondément dans notre cerveau que nous ne réfléchissons même plus quand nous le faisons. Mais il faut comprendre d'où vient cette habitude. À l'époque, les pêcheurs utilisaient des cannes en fibre de verre, très molles, avec du fil de nylon épais qui s'étirait comme un élastique. Les hameçons n'étaient-ils pas aussi piquants qu'aujourd'hui? Il fallait donc une force incroyable pour transmettre l'impact à plusieurs dizaines de mètres de distance et espérer traverser la mâchoire du poisson. C'était une nécessité mécanique de l'époque. Le problème, c'est que le monde de la pêche a évolué. Le matériel a fait un bond technologique immense, mais la grande majorité des pêcheurs, eux, ont gardé ce vieux réflexe dépassé. Nous continuons de pêcher avec les habitudes des années 80, tout en ayant entre les mains le matériel des années 2020. Et c'est exactement là que se crée le décalage fatal, qui vous fait rater vos prises. Imaginez la scène de manière très précise. Vous êtes au bord de l'eau, le soleil se lève à peine. La brume flotte doucement sur la surface de l'étang et le silence est absolu. Vous pêchez au leurre, la tension est palpable. Soudain, un gros toc résonne dans le manche de votre canne. Une décharge électrique traverse votre bras. Votre cerveau, inondé d'adrénaline, vous hurle de réagir instantanément. Dans 99% des cas, vous tirez violemment en arrière avec toute la force de vos épaules. Et là, c'est le drame. Vous sentez une résistance d'une fraction de seconde, puis plus rien. Le vide sidéral. Vous ramenez votre ligne avec amertume en vous disant que le poisson n'a pas mordu franchement. Mais laissez-moi vous dire la dure vérité. Le poisson avait très bien mordu. C'est votre réaction précipitée et démesurée qui a littéralement arraché le leurre de sa gueule, avant même qu'il n'ait pu le refermer correctement. En voulant aller trop vite, poussé par un réflexe de survie inutile, vous lui avez enlevé son repas. Il est essentiel de comprendre que l'adrénaline est votre pire ennemi dans ces moments-là, car elle supprime toute réflexion au profit de l'instinct pur. Passons maintenant à l'aspect mécanique de votre matériel actuel. Aujourd'hui, vous utilisez probablement une canne en carbone haute densité, incroyablement rigide et résonante. Dans votre moulinet, vous avez enroulé de la tresse. La tresse, contrairement au vieux nylon, possède une élasticité proche de zéro. Cela signifie que la moindre force exercée par votre bras est retransmise instantanément à l'hameçon, sans aucune perte d'énergie. Alors, imaginez l'absurdité de la situation. Vous associez une canne raide comme un piquet, un fil qui ne s'étire pas du tout et un ferrage d'une violence inouïe. Le résultat physique de cette équation est catastrophique. Si le poisson n'est pas parfaitement positionné,
La force brute de votre geste va simplement lui déchirer les lèvres ou faire rebondir l'hameçon sur les os de sa mâchoire sans s'y planter. Vous créez un effet de levier destructeur. Ce que faisaient nos grands-pères pour compenser la mollesse de leur équipement se transforme aujourd'hui en une véritable machine à rater les touches. Votre matériel moderne travaille déjà à votre place. Il amplifie chaque mouvement. Ajouter de la violence à une mécanique déjà ultra performante est le meilleur moyen de tout gâcher. Prenons un autre exemple très parlant, celui de la pêche au posé ou au feeder. Vous êtes installé confortablement dans votre siège, les yeux fixés sur le sion coloré de votre canne. Vous attendez patiemment. Et soudain, le sion donne un petit coup, puis deux, et commence à plier doucement. Le pêcheur compulsif que vous êtes bondit de sa chaise, attrape la canne et assène un grand coup sec vers le ciel. La ligne vole en l'air, le plomb sort de l'eau comme un boulet de canon, mais il n'y a pas de poisson au bout. Pourquoi? Parce que vous avez confondu une touche avec une fouille. Les poissons, comme les carpes ou les brèmes, ne se jettent pas sur l'appât pour l'avaler d'un coup. Ils s'approchent, ils soufflent dessus, ils le goûtent avec leurs lèvres charnues, ils le recrachent, puis le reprennent. Quand votre sion a tremblé la première fois, le poisson était juste en train d'inspecter son dîner. En ferrant comme un forcené à la première vibration, vous l'avez effrayé à tout jamais. Vous avez réagi aux prémices de la touche, pas à la prise en gueule réelle. Apprendre à lire un sion, c'est d'abord apprendre à ne rien faire. C'est une épreuve de force mentale de voir sa canne bouger et de se forcer à garder les mains dans les poches pendant encore 2 ou 3 secondes. Parlons un peu du tranchant des hameçons que vous utilisez aujourd'hui. C'est un élément que très peu de pêcheurs prennent en compte lorsqu'ils analysent leurs échecs. À l'époque, il fallait affûter ces hameçons à la pierre, et même avec ça, la pointe restait souvent grossière. Il fallait taper fort pour que le métal pénètre les chairs. Mais regardez vos hameçons actuels. Ils sont affûtés chimiquement au laser. Leurs pointes sont d'une finesse chirurgicale, presque microscopique. Ils piquent à la moindre pression. Si vous prenez un hameçon moderne et que vous le posez simplement sur votre ongle, il accroche tout seul. Sous l'eau, le principe est exactement le même. Dès que le poisson referme sa gueule sur votre appât ou votre leurre, la pointe se loge presque naturellement dans les chairs. Un simple petit mouvement de recul du poisson ou une légère tension de la canne suffit à piquer l'hameçon au-delà de l'ardillon. Dès lors, le ferrage de bûcheron devient non seulement inutile, mais totalement contre-productif. En frappant de toutes vos forces, vous risquez de casser cette pointe si fragile sur un os, ou d'élargir le trou dans les chairs molles, ce qui permettra au poisson de se décrocher lors du combat. Il y a une situation classique qui illustre parfaitement ce mauvais réflexe, la pêche en surface. C'est l'été, le crépuscule tombe. Vous lancez un petit popper ou un stickbait à ras des nénuphars. Vous l'animez doucement. Soudain, l'eau explose dans une gerbe impressionnante. Un gros brochet vient d'attaquer. Visuellement, c'est tellement intense que votre cerveau panique. Avant même de ressentir le moindre poids dans la ligne, vous tirez de toutes vos forces. Résultat, votre leurre vole dans les airs et vient s'écraser dans les arbres derrière vous, tandis que le brochet tourne en rond, confus, cherchant sa proie. C'est le piège visuel absolu. Lors d'une attaque en surface, le poisson rate très souvent le leurre à son premier essai. Il tape dans l'eau, il crée du remous, mais il n'a pas toujours le leurre en bouche. En ferrant à vue plutôt qu'à la sensation, vous retirez l'offrande de la zone d'attaque. La règle d'or dans cette situation est pourtant simple, mais affreusement difficile à appliquer. Il ne faut jamais, au grand jamais, ferrer sur le remous. Il faut attendre de sentir le poids lourd et régulier du poisson dans la poignée de la canne, avant d'amorcer un mouvement de retenue. C'est ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Analysons maintenant l'anatomie de certains de nos poissons d'eau douce, pour bien comprendre pourquoi la violence ne résout rien. Prenons la perche ou encore certains poissons blancs comme le chevesne. Leurs gueules sont constituées de membranes extrêmement fines et fragiles, presque transparentes par endroits. Ce n'est pas du cuir.
Quand vous sentez une série de petites tapes nerveuses, vous savez que le poisson est en train de mordre le bout de votre leurre souple ou de votre verre. Si, à ce moment précis, vous appliquez le fameux réflexe violent, que va-t-il se passer d'après vous? La physique est impitoyable. L'hameçon tiré par un fil tendu à bloc va littéralement cisailler la membrane buccale du poisson. Vous allez le déchirer. Vous ressentirez une fraction de seconde de lourdeur, puis la ligne se relâchera. En ramenant, vous ne trouverez rien, mais le poisson, lui, nagera avec une mâchoire amochée pour rien. Faire en douceur, par un simple lever de canne continu et mesuré, est la seule façon de garantir que l'hameçon se plante proprement dans la partie solide de la lèvre sans tout déchiqueter sur son passage. La finesse doit l'emporter sur la force brute. Changeons de décor et intéressons-nous à la pêche de nuit, opposée, pour les amateurs de silures ou de carpes. L'obscurité change totalement notre perception de l'environnement. Privés de la vue, nous devenons hyper réactifs aux bruits et aux sensations tactiles. Vous êtes dans votre duvet et soudain, le détecteur de touche émet un bip sonore isolé, puis un deuxième. Le son strident déchire le silence nocturne. Votre cœur s'emballe. Vous courez vers les cannes en trébuchant dans le noir et vous saisissez la poignée. Dans un mouvement de panique totale, vous ferrez en reculant d'un grand pas. Et paf, c'est la casse ou c'est le vide. Dans le noir, le manque de repères visuels nous pousse à exagérer nos gestes. Nous compensons notre aveuglement par une brutalité injustifiée. Bien souvent, la ligne était simplement effleurée par un poisson de passage, ou bien le prédateur prenait tout juste le temps d'engamer l'appât. En réagissant comme un sauvage agressé dans la nuit, vous gâchez l'approche délicate du poisson. Prendre une grande inspiration, poser la main sur le moulinet et sentir si le fil se tend de manière continue avant d'agir est une discipline nocturne que peu de pêcheurs arrivent à s'imposer. Mais que se passe-t-il lorsque vous pêchez avec des leurres souples en grattant le fond? Vous animez lentement votre montage sur les graviers. Le contact avec le fond est permanent. Soudain, un sandre intercepte votre leurre. Le sandre est connu pour avoir une gueule extrêmement dure, pavée d'os. Vous vous dites donc qu'il faut frapper très fort pour planter le fer. C'est vrai en partie, la pénétration demande un appui franc. Mais il y a un problème de taille. Souvent, le sandre aspire le leurre, mais le recrache aussi vite s'il sent une tension anormale. Si vous ferrez à la vitesse de la lumière au moment du toc, vous allez frapper au moment exact où le leurre est entre les mâchoires refermées, mais pas encore bien en bouche. Vous allez arracher le plastique, qui reviendra souvent sans queue, ou déchirer au niveau de la tête plombée. L'astuce mortelle que les professionnels utilisent, c'est ce qu'on appelle le rendu de main. Au moment du toc, au lieu de tirer, on avance très légèrement la main vers l'avant, de quelques centimètres, pendant une demi-seconde. Cela supprime la tension, le poisson se sent en confiance, il ferme la gueule à fond, et seulement à ce moment-là, on opère un ferrage ample. Ce petit délai change absolument tout. Vous l'aurez compris, notre fameux réflexe est souvent lié à la peur de rater. Nous sommes terrorisés à l'idée que le poisson recrache si nous n'agissons pas à la milliseconde près. Mais cette peur est irrationnelle. Avez-vous déjà observé des vidéos sous-marines montrant des poissons se nourrissant? C'est fascinant et très instructif. Quand un brochet ou un black bass gobe une proie, il crée une dépression dans l'eau, un effet d'aspiration puissant. La proie se retrouve au fond de sa gueule. Ensuite, le poisson ferme la mâchoire, se tourne et commence à nager vers son repère pour avaler tranquillement. Ce processus prend du temps, entre 1 et 3 secondes selon les espèces. Si vous ferrez pendant qu'il est de face, en train d'aspirer, vous tirez l'hameçon directement vers l'extérieur de sa bouche. C'est mécanique, l'hameçon glisse sur le palais sans s'accrocher. En revanche,
Si vous attendez que le poisson se retourne, même légèrement, votre ligne formera un angle. À cet instant, une simple tension suffit à planter fermement la pointe dans la commissure des lèvres, l'endroit le plus sûr pour éviter les décrochages. Votre patience fait le travail que votre force ne pourra jamais faire. Parlons maintenant d'un élément technique que vous négligez sûrement lorsque vous cédez à votre réflexe instinctif, le réglage de votre frein de moulinet. Beaucoup de pêcheurs gardent leur frein serré à fond, par habitude, ou par peur que le poisson aille se réfugier dans les obstacles. Imaginez la combinaison meurtrière. Une tresse sans élasticité, un frein bloqué à 100%, et un pêcheur qui ferre avec l'énergie du désespoir. Quand la force de votre bras rencontre le poids d'un beau poisson massif allant dans la direction opposée, quelque chose doit céder. Et ce n'est pas le bras du pêcheur. Soit le nœud de raccord explose, soit le bas de ligne casse net, soit, comme je le disais plus tôt, la gueule du poisson s'ouvre en deux. Un bon ferrage ne peut réussir que si le frein est réglé pour amortir le choc initial. Au moment où vous soulevez la canne pour piquer le poisson, le frein devrait très légèrement chanter, libérant quelques centimètres de fil pour absorber l'onde de choc. C'est cette petite souplesse mécanique qui fait la différence entre un poisson solidement piqué et un claquement sec qui résonne sur l'étang en vous laissant avec un fil détendu flottant au vent. Revenons à l'une des pêches les plus classiques et populaires, la pêche au flotteur pour les petits poissons blancs, comme le gardon ou la tanche. Tout le monde l'a pratiqué. Vous regardez votre petit bouchon coloré flotter paisiblement. Tout d'un coup, il tressaille. Il s'enfonce d'1 centimètre, remonte, fait un petit rond dans l'eau, puis replonge à moitié. L'erreur fatale est de lever la canne violemment à ce moment précis. Vous sortez le montage de l'eau et l'asticot est simplement sucé. L'explication est basique. Les petits poissons grignotent les extrémités avant d'avaler. Le bouchon est un indicateur de présence, pas un ordre de tir. La règle de base qui semble oubliée aujourd'hui est de ne ferrer que lorsque le bouchon coule franchement sous la surface de manière continue ou lorsqu'il se déplace latéralement de façon régulière. Tout le reste n'est que de la danse autour de l'appât. En voulant sanctionner chaque petit tressaillement par un coup de poignet sec, vous passez plus de temps à replacer vos appâts abîmés qu'à combattre de vrais poissons. Là encore, le calme et la lecture attentive du comportement de votre indicateur surpassent largement la rapidité de vos réflexes. Je veux aussi vous parler d'une autre croyance tenace. Beaucoup pensent que si l'on ne ferre pas comme un sourd, l'hameçon ne traversera pas les parties dures. C'est une vision erronée de la biomécanique de l'hameçon. Prenez un hameçon simple, montez sur un leurre souple. Lorsque vous exercez une tension lente et continue avec la canne pliée, l'hameçon agit comme une vis ou une aiguille. La force de pénétration ne réside pas dans la vitesse de l'impact, mais dans la pression constante. Pensez à une punaise que vous voulez enfoncer dans un mur de bois. Si vous donnez un grand coup de poing dessus, elle risque de se tordre, de rebondir ou de mal s'enfoncer. Si vous posez votre pouce et que vous appuyez très fort en augmentant progressivement la pression, elle rentrera droite et sans bavure. Pour un hameçon dans la gueule d'un carnassier, c'est rigoureusement identique. Le ferrage que l'on appelle ample ou balayé, qui consiste à tirer la canne de côté de manière fluide et lourde, permet à la pointe de trouver son chemin dans les tissus, de glisser sur les os et de se caler solidement derrière une arête. La brutalité, elle, ne provoque que du chaos mécanique aléatoire. Abordons un cas de figure très frustrant, la pêche de la truite en petite rivière. Vous remontez un torrent aux eaux cristallines. Vous lancez votre cuillère tournante derrière un gros rocher. Le courant est fort, la cuillère tourne à toute vitesse. Une belle truite fario surgit de l'ombre, ouvre la gueule et frappe le métal. Dans le courant, avec la tension de l'eau sur le fil, la sensation dans la canne est énorme, décuplée par la vitesse de la rivière. Si vous ajoutez à cela un ferrage sec vers l'arrière, vous additionnez 3 forces opposées, le courant, la fuite de la truite et la traction de votre bras.
La bouche d'une truite est étonnamment fragile sur les côtés. Face à cette violence cumulée, la cuillère est littéralement arrachée de la gueule du poisson dans une gerbe d'eau pitoyable. En rivière, le simple fait de maintenir sa canne en l'air et de bloquer légèrement le moulinet suffit amplement pour que la truite se pique toute seule avec la force du courant. Vous n'avez pas besoin de rajouter de la force. Vous devez juste opposer une résistance ferme. C'est tout. Le reste n'est que mise en scène inutile qui vous fait perdre de magnifiques spécimens. La question que vous devez vous poser maintenant est la suivante. Comment reprogrammer son cerveau pour arrêter de réagir de cette façon? Car oui, c'est un véritable travail psychologique. Il faut désapprendre des années de mauvaises habitudes. La méthode la plus efficace, testée et approuvée par de nombreux guides de pêche professionnels, est d'imposer une pause mentale volontaire. Lorsque vous ressentez la touche, lorsque vous voyez le flotteur plonger ou le sion plier, forcez-vous à dire à voix haute le mot « patience » ou comptez simplement 1, 2 dans votre tête. Dire ce mot à voix haute va créer une coupure entre votre système nerveux instinctif et votre bras. Cette simple seconde de réflexion forcée va laisser au poisson le temps exact dont il a besoin pour finaliser sa prise en gueule et entamer sa rotation. Au début, ce sera une véritable torture mentale. Vous aurez l'impression de rater votre occasion, de laisser passer votre chance. Votre cœur va palpiter. Mais je vous garantis qu'en appliquant ce léger temps d'arrêt, vous allez doubler, voire tripler votre ratio de poissons mis au sec par rapport au nombre de touches réelles. Il est temps de démystifier un autre mythe lié à ce geste. On entend souvent les anciens dire au bord de l'étang « il faut lui décrocher la mâchoire » ou encore « un bon ferrage doit faire siffler la canne ». Ces phrases, répétées de génération en génération, valorisent une forme de virilité déplacée dans la pêche. C'est comme si la violence du geste mesurait le talent du pêcheur. Or, les plus grands pêcheurs du monde, ceux qui gagnent des compétitions difficiles sur des poissons éduqués, ont tous un point commun, l'économie de mouvement. Regardez un professionnel pêcher le black bass. Lorsqu'il sent une touche au verre en plastique, il ne lève pas les bras au ciel en criant. Il baisse sa canne doucement vers l'eau. Il mouline l'excédent de fil pour être en contact direct avec le poisson sans tirer. Il vérifie que le poids est lourd. Et là, il opère un levier solide avec son corps, sans à-coups. Il remplace le coup de fouet par une mise en tension irréversible. C'est une action de maîtrise totale, silencieuse et redoutablement efficace. La pêche n'est pas un concours de bûcheronnage. C'est un jeu de dupes, d'approche et de gestion de la physique. Je veux aussi attirer votre attention sur un phénomène invisible depuis la berge. Que se passe-t-il dans l'eau juste après un ferrage raté par excès de vitesse? Imaginons qu'un banc de perche soit en train de chasser vos leurres. Vous ressentez une touche, vous arrachez tout avec un geste surdimensionné. Votre leurre fuyant à une vitesse supersonique vers la surface va littéralement terrifier le poisson qui tentait de l'attraper. Pire encore, le claquement brutal de votre tresse fend l'eau comme un fouet. Cette vibration ultra-agressive est perçue par la ligne latérale de tous les autres poissons présents dans le secteur. Vous venez non seulement d'effrayer le poisson qui a mordu, mais vous venez de signaler à tout le banc qu'un danger mortel rôde dans les parages. L'activité va s'éteindre net pendant de longues minutes. En revanche, si vous ratez un poisson en utilisant une tension douce, le leurre reste dans la zone d'eau. Le poisson croira simplement que sa proie lui a glissé des lèvres et il réattaquera très souvent dans la foulée. Le calme engendre la confiance chez les prédateurs, tandis que l'agitation hystérique vide les spots de pêche. Parlons d'une technique très spécifique où ce réflexe fait des ravages absolus, la pêche à la mouche en sèche.
Vous êtes en cuissarde dans la rivière. Vous posez délicatement votre petite mouche artificielle à la surface. Elle dérive au gré des courants. Soudain, un gros ombre commun monte de la profondeur. Il aspire l'insecte dans un petit remous à peine perceptible. Le pêcheur non initié, crispé sur sa canne, lève le bras d'un coup sec. Bilan immédiat. Le fil ultra fin du bas de ligne, souvent de l'ordre du centième de millimètre, casse comme du verre sous la violence de l'impact, ou pire, la petite mouche est extirpée de la gueule du poisson en un dixième de seconde. La pêche à la mouche est l'école ultime de la retenue. On y apprend le fameux ferrage retardé. Il faut voir le poisson fermer la gueule, replonger le nez vers le fond et dire mentalement « God save the Queen » avant de lever la canne. Si vous ne respectez pas ce délai formel, vous ratez votre coup. Cette discipline britannique, élégante et raisonnée, devrait inspirer toutes les autres techniques de pêche, de la cuillère à l'appât naturel. Mais que faire lorsque l'on pêche avec de gros appâts volumineux, comme un gros vif pour le brochet ou de grosses bouillettes pour la carpe? La taille de l'appât change la donne. Quand un brochet saisit un gros poisson blanc de 20 cm, il l'attrape généralement par le milieu du corps pour le tuer avec ses dents. À ce stade, les hameçons de votre monture ne sont souvent même pas en contact avec les parties charnues de sa gueule. Si vous ferrez à la seconde où le bouchon s'enfonce dans les profondeurs, vous tirez le vif horizontalement entre ses dents serrées et vous ramenez un appât lacéré mais sans piquer le carnassier. Il faut lui laisser le temps de tourner sa proie pour l'avaler tête la première. C'est là que les hameçons vont se positionner idéalement dans les commissures de sa mâchoire. C'est une attente qui peut durer 10, 15, voire 20 secondes terriblement stressantes. Pêcher, c'est savoir contrôler ses propres émotions pour s'adapter au rythme naturel du prédateur. C'est accepter de subir la scène pendant quelques secondes pour mieux en reprendre le contrôle par la suite. Enfin, parlons du bas de ligne. C'est la partie la plus fragile de votre équipement. Que vous pêchiez en fluorocarbone fin pour plus de discrétion ou avec des tresses souples, le bas de ligne subit toutes les contraintes. Beaucoup de pêcheurs se plaignent que leur fil est de mauvaise qualité car il casse au ferrage. Ils achètent d'eau des marques toujours plus chères, sans succès. La réalité est brutale. Aucun fil ne peut encaisser indéfiniment la violence d'un ferrage de bûcheron combiné à une canne dure et un poisson inerte. C'est une question de physique élémentaire. La force cinétique développée par votre bras, multipliée par le bras de levier de la canne, crée une tension de rupture phénoménale sur le nœud de l'hameçon. Plutôt que de blâmer le matériel du magasin, regardez l'angle de votre bras. En remplaçant le coup sec par un balayage ferme et progressif, vous soulagez votre fil de cette décharge explosive. Vous divisez le risque de casse immédiate par 10. Vous prolongez la durée de vie de vos montages et, surtout, vous arrêtez de laisser des hameçons plantés dans les poissons qui repartent mutilés. Pour résumer ce long processus de déconstruction, comprenez que vous devez évoluer pour passer du statut de pêcheur réactif à celui de pêcheur calculateur. Le pêcheur réactif est l'esclave de ses émotions. Il sursaute, il s'agite, il compense son manque d'analyse par de la force. Le pêcheur calculateur, lui, comprend son environnement. Il connaît la rigidité de sa canne, la piquance de ses hameçons et surtout, il connaît le comportement alimentaire des poissons qu'il traque. Il n'a plus besoin de frapper l'air avec sa canne pour se rassurer. Un simple lever continu, une mise en tension puissante mais contrôlée, remplace désormais le claquement sec d'autrefois. En abandonnant ce réflexe de grand-père, vous n'abandonnez pas la tradition, vous l'adaptez à l'ère moderne. Vous respectez davantage le poisson, vous protégez votre matériel, et je vous promets que la sensation d'un poisson qui plie la canne sur un mouvement maîtrisé est 1000 fois plus gratifiante que le hasard d'un geste brutal et incontrôlé. La patience est la véritable force du pêcheur. Voilà, nous avons décortiqué cette mauvaise habitude jusqu'à l'os.
Le point culminant de toute cette analyse, le véritable retournement de situation, c'est de réaliser que pendant toutes ces années, la solution pour attraper plus de poissons consistait tout simplement à en faire moins. Le secret ultime de la pêche moderne n'est pas d'être le plus rapide ni le plus fort, mais d'être celui qui sait attendre la fraction de seconde supplémentaire. C'est un sacré paradoxe, n'est-ce pas? La prochaine fois que vous serez au bord de l'eau, que le brouillard se lèvera et que votre sion commencera à trembler, souvenez-vous de cette vidéo. Soufflez un bon coup, laissez le poisson prendre confiance et remplacez votre vieux réflexe destructeur par une mise en tension fluide et implacable. Votre carnet de pêche vous en remerciera. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez continuer à briser les vieux mythes de la pêche avec moi, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Laissez un pouce bleu pour soutenir mon travail. Et maintenant, le débat est ouvert dans les commentaires. Soyez honnêtes, à votre avis. Combien de poissons magnifiques avez-vous perdus au cours de votre vie à cause d'un ferrage beaucoup trop violent? J'ai hâte de lire vos pires anecdotes. À très bientôt au bord de l'eau.